À l'ordre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La Commission reprend ses travaux. Et au nom de la Commission, je souhaite la bienvenue à M. Pierre Bosset et je l'invite à débuter son exposé pour 10 minutes. Et après ça, nous allons débuter notre période d'échange. M. Bosset, bienvenue et la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission. Je tiens à vous remercier d'abord de m'avoir invité à vous présenter mes remarques sur le projet de loi. Elles sont sévères. Selon moi, le principal mérite du projet de loi est de formaliser la laïcité de l'État, donc une valeur pédagogique, aussi de nous rappeler que la laïcité repose sur de grands principes. Ce sont les 2 premiers articles du projet de loi. Voilà pour les fleurs. Maintenant vient bien sûr le pot, ou je devrais dire les pots. Je n'ai à ma disposition que 10 minutes, alors je m'en tiendrai aux remarques que vous trouverez à partir de la page 12 de mon mémoire. Ma première critique. Non seulement les 4 principes de la laïcité sont-ils déjà reconnus dans notre droit et depuis fort longtemps, mais ils ne s'opposent pas aucunement à l'expression individuelle des croyances ou des appartenances religieuses par des agents de l'État, tant et aussi longtemps que la neutralité de l'État demeure respectée sur le fond. À l'heure actuelle, la séparation de l'État et des religions, par exemple, est un fait accompli, à la fois sur le plan juridique et sur le plan institutionnel. Il ne subsiste plus aujourd'hui au Québec que certaines pratiques symboliques en voie de disparition, comme la présence de crucifix ou de croix dans certains édifices publics, ou encore la récitation de prières dans certains conseils municipaux. Mais ces pratiques ne sont pas abordées dans le projet de loi 21, qui nous présente, somme toute, une vision assez sélective de la laïcité. Et quant à la neutralité religieuse de l'État, un autre principe de la laïcité, eh bien, il faut distinguer dans notre droit entre l'État et la personne de ses agents. C'est une neutralité de reconnaissance. Je ne dirais pas une neutralité passive, mais une neutralité de reconnaissance qui n'exclut pas l'expression individuelle des croyances religieuses, et ce, tant et aussi longtemps que la conduite de l'agent dans ses fonctions ne favorise ni ne défavorise personne à cause de l'appartenance ou non à une religion. Bref, en proposant des interdictions qui sont fondées uniquement sur le port individuel de signes religieux, le projet de loi dénature, selon moi, les principes juridiques de la laïcité qui sont énoncés dans l'article 2 et tels qu'ils sont reconnus au Québec. On peut même dire que l'intitulé du projet de loi, « Loi sur la laïcité de l'État », représente un détournement de langage. En ce qui concerne l'interdiction des signes religieux proprement dit, mon mémoire aborde 3 cas, les juges, les policiers et les enseignants. Si on veut justifier une interdiction des signes religieux qui s'adresse spécifiquement aux enseignants, c'est la liberté de conscience et de religion des élèves qu'il faut essayer de mobiliser. Ce qui a été rappelé hier, entre autres, par M. Guy Rocher, que je salue. Mais gardons à l'esprit que la loi sur la neutralité religieuse de l'État adoptée ici même en 2017 oblige déjà les enseignants et beaucoup d'autres à faire preuve de neutralité religieuse dans l'exercice de leurs fonctions. Comme l'essentiel est déjà présent, on peut se demander, et je me demande, en quoi il serait devenu nécessaire depuis 2017 d'adopter des règles visant spécifiquement l'apparence vestimentaire du corps enseignant. Comme l'ont signalé devant vous depuis une semaine plusieurs intervenants scolaires, aucun cas documenté n'a été rapporté où le port d'un signe religieux par une enseignante, je parle ici au féminin, à dessein, serait entré en conflit avec la liberté de conscience ou de religion d'un élève, même M. Rocher en convenait hier. Mais il y a encore plus fondamental que ça. En effet, la Cour suprême a très clairement statué dans son arrêt sur le cours d'éthique et de culture religieuse que le fait d'exposer des enfants à des faits de diversité religieuse ne porte pas par lui-même atteinte à la liberté de conscience ou de religion des enfants. L'exposition précoce des enfants, y compris d'enfants en très bas âge, à des réalités autres que celles qu'ils vivent dans leur environnement familial immédiat, constitue tout simplement, écrit la Cour, je cite, un fait de la vie en société. La conclusion sur ce point, les enseignants, est la suivante. Une tentative du législateur d'interdire de manière aussi générale aux enseignantes et aux enseignants de porter des signes religieux rencontrera des obstacles juridiques et ne réussira probablement pas à passer le fameux test des tribunaux. En définitive, la neutralité de l'État doit s'apprécier d'abord et avant tout par la façon dont un agent s'acquitte de ses fonctions. Malheureusement, le projet de loi va bien au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. J'aborde maintenant le comment du projet de loi, c'est-à-dire la technique utilisée.
Le fait que le projet de loi propose de déroger aux chartes québécoises et canadiennes a déjà été amplement commenté et discuté, ici même, entre autres. Mais a-t-on vraiment pris conscience de toute la portée et de la gravité de ce geste? Pour être clair, le projet de loi 21 prévoit qu'il s'appliquerait malgré 38 articles de la Charte québécoise et malgré 10 articles de la Charte canadienne. Vous en trouverez d'ailleurs une très longue énumération aux pages 26, 27 et 28. Il m'a fallu 2 pages et demie pour les énumérer. Cette liste donne le vertige et, j'oserais dire, la nausée. Elle montre jusqu'à l'absurde toute l'ampleur du geste. Cette ampleur est hors de proportion par rapport à l'objectif du projet de loi, qui est, selon les notes explicatives, d'affirmer la laïcité de l'État et de préciser les exigences qui en découlent. Les dérogations affectent des droits ou libertés dont l'exercice ne menace aucunement de compromettre la laïcité. Dois-je rappeler ici que dans le passé, lorsque des dérogations ont été faites par l'Assemblée nationale au nom d'intérêts jugés supérieurs, par exemple la protection du visage français du Québec dans l'affichage, le législateur a eu la sagesse à l'époque de limiter ces dérogations aux droits les plus pertinents, sans affecter d'autres droits plus périphériques dans ce contexte. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le projet de loi 21 n'a pas ce sens de la mesure. Les dérogations aux chartes permettront, dit-on, de couper court aux contestations judiciaires et de régler ainsi de manière péremptoire, un peu à la manière d'un monologue et non pas d'un dialogue, un débat qui traînerait en longueur, bref, de tourner la page. Or, il est loin d'être certain qu'elles auront cet effet. Dans mon mémoire, j'énumère aux pages 28 et 29 5 motifs juridiques de divers ordres qui permettraient, à tout le moins, de contester soit la portée des dérogations, soit la manière dont il en est fait usage dans le projet de loi. Je vous y réfère. Cela, je le précise, n'enlève rien au caractère intrinsèquement odieux des dérogations qui sont contenues dans le projet de loi. Par ailleurs, le projet de loi propose 2 modifications au texte même de la Charte québécoise. L'une d'elles, qui vise l'article 9.1, concerne les grands équilibres que la Charte établit très soigneusement entre la garantie des droits d'une part et la possibilité d'en fixer la portée ou même d'en aménager l'exercice. Est-ce que le législateur est conscient du précédent qu'il créerait en modifiant sans consensus et de façon accélérée ce texte fondamental? Je ne suis pas de ceux qui prétendent qu'il existe une convention constitutionnelle qui s'y oppose. Il y a cependant une pratique. À la page 32 de mon mémoire, je présente un tableau qui met 2 choses en lumière. Premièrement, chacune des modifications de fond qui ont été apportées à la Charte, j'entends ici les modifications qui touchent les droits et libertés eux-mêmes, en l'occurrence les articles 1 à 48. Eh bien, chacune de ces modifications a étendu la portée des droits et des citoyens, le dernier exemple étant l'insertion d'un nouveau motif de discrimination en 2016, l'identité de genre. Et aucune de ces modifications de fond n'a été adoptée, je le précise, sous la menace du bâillon. Deuxièmement, c'est le consensus qui préside aux modifications de fond que le législateur apporte à la Charte. 2 seulement des 18 lois qui ont modifié sur le fond la Charte ont donné lieu à un vote sur division. Chaque fois, il n'y a jamais eu plus d'1 ou 2 députés qui ont voté contre. Les formations politiques, elles, avaient donné leur plein appui aux modifications. En fait, aucune modification de fond n'a été portée à la Charte depuis 44 ans, depuis qu'elle existe, qui n'a donné suite à des demandes claires et consensuelles émanant de la société et à une problématique sociale solidement documentée. À l'avenir, ce n'est pas l'objet du projet de loi, bien sûr, mais je porte à votre attention qu'à l'avenir, l'Assemblée nationale devra mieux protéger la Charte québécoise contre des modifications mal avisées ou qui marqueraient des reculs pour les droits des citoyens. En attendant, vous devez prendre conscience du précédent que vous créeriez en modifiant sans consensus et de façon peut-être accélérée ce document unique dans notre histoire qu'est la Charte. En conclusion, vous ne serez pas étonné d'entendre que je ne suis pas favorable à l'adoption du projet de loi 21. Je viens de vous en exposer les principales raisons juridiques. Mais je me préoccupe aussi, et cette fois comme citoyen, du sort de certains de mes concitoyens, qui sont les vôtres aussi. Comme moi, d'honnêtes gens qui, avec leurs aptitudes, leurs compétences, leurs rêves, souhaitent continuer de contribuer à la société québécoise et que ce projet de loi, malheureusement, risque d'affecter injustement.
Bref, ceux-là même auxquels les précédentes audiences n'accordent qu'une place, disons-le, marginale. Merci beaucoup. Rappelons pourtant que la défense d'un intérêt collectif supérieur n'a pas nécessairement à passer par des atteintes aux droits fondamentaux des citoyens. Évoquons ici, pour conclure, un autre texte fondamental, la Charte de la langue française. Plusieurs ont peut-être oublié que dans sa toute première version déposée à l'Assemblée nationale, le projet de loi numéro 1 de l'époque, cette charte prévoyait qu'elle s'appliquerait malgré la Charte des droits du Québec. Ce projet initial fut retiré toutefois. On déposa plutôt un deuxième projet de loi qui, lui, allait devenir la loi 101 et qui, lui, reconnaissait la suprématie de la Charte des droits. Cet épisode nous rappelle qu'il est possible de poursuivre un intérêt collectif supérieur tout en faisant preuve d'élévation morale et politique. Merci beaucoup. On va commencer la période d'échange. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Bossé. Merci d'être présent en commission parlementaire pour me donner vos commentaires sur le projet de loi 21. Sur votre conclusion, vous dites il est possible de faire preuve d'élévation morale et politique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Élévation morale, j'entends une préoccupation pour le respect des droits fondamentaux des citoyens. Et élévation politique, j'entends un sens du compromis. OK. Alors, écoutez, je ne le prendrai pas personnel, là, mais je représente la position du gouvernement. Mais vous pensez que le gouvernement du Québec, par mon entreprise, on ne prévoit pas de faire preuve d'élévation morale et politique? Je ne fais de procès d'intention jamais à personne. Je constate des textes, je constate ce que d'aucuns considèrent comme étant les effets possibles de ce projet de loi et j'en tire des conclusions. OK. Vous comprendrez que je ne partage pas vos conclusions que vous tirez de l'analyse du projet de loi. Et certainement que... rétablissons quelques éléments. Vous dites, écoutez, un projet de loi qui vise à modifier la Charte des droits et libertés de la personne qui a une menace de bâillon. Moi, j'ai jamais dit ça. Jamais. Alors, pourquoi vous l'affirmez? Parce que de certaines déclarations gouvernementales, je ne vous parle pas de vous en particulier, mais de certaines déclarations gouvernementales, plusieurs ont inféré que, si nécessaire, le gouvernement entendait procéder de la sorte. Respectueusement, la majorité des déclarations qui sont venues en ce qui a trait à utiliser la procédure d'exception sont venues du côté de mes amis du Parti libéral pour instrumentaliser ce débat-là, pour dire, écoutez, c'est ça, ça va être adopté sous bâillon. Moi, j'ai toujours souhaité, dans le cadre du projet de loi 21, après notamment 10 ans de débat, qu'on puisse tous ensemble adopter un projet de loi qui va faire avancer la société québécoise. Je comprends que vous ne partagez pas mon avis là-dessus, mais à partir du moment où ça fait plus de 10 ans qu'on débat de cette question-là, qu'on arrive avec un projet de loi qui est modéré, qui est pondéré et qui est soutenu par une large partie de la population, je pense que, comme parlementaire, on doit travailler sérieusement puis se dire, pourquoi n'essayons-nous pas d'adopter le projet de loi le plus rapidement possible? Mais ça appartient à l'univers politique, et puis on va essayer de s'élever politiquement et moralement ensemble, entre parlementaires, pour essayer d'arriver à un succès, je vous dirais, pour l'adoption du projet de loi. Sur la question de l'utilisation de la disposition de dérogation, vous êtes en désaccord avec l'utilisation de la disposition de dérogation, mais vous avez dit tout à l'heure, écoutez, il n'y a pas de convention constitutionnelle qui nous empêche de le faire. Donc, c'est possible de le faire. C'est possible que les parlementaires québécois, par le biais de l'Assemblée nationale, utilisent le recours aux dispositions de dérogation dans le cadre d'un texte de loi. Lorsque je parlais de l'inexistence d'une convention constitutionnelle, je ne parlais pas de la dérogation à la charte, aux deux chartes. Je parlais des modifications à la Charte québécoise. OK, à la modification québécoise. Donc, vous dites, on l'a modifié 2 fois sur division.
alors que le professeur Taillon, avant vous, disait 4 fois. Moi, je m'attarde aux modifications au fond de la Charte, à la partie 1, les 48 premiers articles. Dans ces modifications-là, il y a eu 2 fois, en l'espace de 44 ans, un vote sur division, un député ou 2 députés au maximum. OK. Mais donc, il n'y a pas de règle, le législateur n'a pas prévu de règle qui prévoit que ça doit requérir X nombre de députés pour modifier la Charte. Absolument pas, et c'est pourquoi, dans mon mémoire, je propose, je suggère, parce que ce n'est pas l'objet du projet de loi, mais je suggère qu'à l'avenir, la Charte québécoise soit modifiée justement pour mieux la protéger. OK. Quand on dit protéger, je dirais, il faut pouvoir bonifier aussi la Charte des droits et libertés de la personne. Le fait d'inscrire la laïcité dans la Charte des droits et libertés de la personne, pour vous, ça ne serait pas une bonification? J'ai commencé en disant que vous méritiez des fleurs pour les 2 premiers articles du projet de loi. C'est ce que j'avais en tête. Oui, énoncer la laïcité, bravo. Dans la Charte, pourquoi pas? Est-ce que l'article 9.1 est le meilleur endroit pour le faire? J'en suis pas convaincu, mais on pourrait en débattre. Ce n'est pas le cœur de ma critique. Là où j'ai des problèmes, ce n'est pas avec les 2 premiers articles, c'est avec tout le reste. Et là, vous m'amenez sur le fond. Les principes de la laïcité n'impliquent pas tout ce qui suit les 2 premiers articles du projet de loi. Dans mon mémoire, j'explique pourquoi. Bien, supposons, vous faites référence à l'interdiction du port de signes religieux par certaines personnes. Mais revenons sur le fait de l'inscrire dans la Charte des droits et libertés de la personne. Vous dites 9.1, c'est pas à bonne place, peut-être. Pourquoi ce ne serait pas le bon endroit? C'est un beau débat intellectuel. Mon idée n'est pas faite là-dessus. Pas de problème avec le préambule. Entre vous et moi, là, la modification au préambule, oui. Il ne faut pas que le préambule devienne une liste d'épicerie, mais il est encore équilibré. Ça va. 9.1, c'est un article qui joue un rôle important dans la Charte. C'est lui le contrepoids. C'est lui qui dit voici comment et pourquoi le législateur peut limiter la portée d'un droit fondamental, comme ici la liberté de religion. Le projet de loi fait de la laïcité un contrepoids à l'exercice des libertés fondamentales. Moi, j'ai toujours vu la laïcité comme un moyen d'assurer l'exercice des libertés fondamentales. Historiquement, ça a été ça. C'était ça en France, à tout le moins jusqu'en 2004 à peu près, jusqu'à ce qu'on réinterprète la laïcité là-bas. Mais historiquement, philosophiquement, la raison d'être de la laïcité, c'est de permettre à chacun d'exercer sa liberté fondamentale de conscience ou de religion. C'est donc pas un contrepoids à l'exercice de ces libertés-là, c'est un moyen d'y arriver. Alors moi, si j'avais été à votre place, j'aurais peut-être vu la mention de la laïcité dans l'article 3 qui énonce les libertés fondamentales. Et j'aurais dit, par exemple, les libertés de religion et de conscience sont servies, sont assurées par la laïcité de l'État. Mais bon, on peut en débattre. Mais dans le concept de laïcité de l'État, un des principes, c'est la liberté de conscience et la liberté de religion. Mais ce n'est pas uniquement le seul principe. Il y a aussi le principe de la séparation entre l'État et les religions. Alors ça, c'est important aussi que les droits et libertés fondamentaux soient interprétés à la lumière de tout ça, comme ils sont interprétés à la lumière de l'intérêt général et du bien-être. Non? Oui, aucun problème avec ça non plus. Okay. La séparation de l'Église et de l'État est déjà assurée de toute façon. Elle existe déjà. Les derniers vestiges du lien entre l'État et les religions sont disparus au Québec au milieu des années 2000, lorsqu'on a déconfessionnalisé le système scolaire. Elle existe dans les faits ou elle existe dans les lois québécoises? Elle existe dans les faits et ça a été consacré dans des lois adoptées par l'Assemblée nationale au fil des années. Pas avec les mots spécifiques, la séparation de l'Église et de l'État. Mais dans les faits, la séparation existe déjà. Mais vous êtes un juriste, vous savez la portée et l'importance du fait d'inscrire dans nos lois la laïcité. Parce que les tribunaux, là, dans le mouvement laïque québécois, là, parlent de laïcité à un moment donné, parlent de neutralité religieuse, ils mélangent les concepts. Le premier ministre fédéral nous dit « Ah, le Canada est un État laïque ». Moi, j'ai jamais vu aucune loi qui faisait état de la laïcité. On parle de neutralité, mais vous conviendrez avec moi que la neutralité et la laïcité, c'est pas la même chose. La laïcité est plus large que la neutralité, de ce point de vue-là, effectivement. Mais où est le besoin de consacrer de cette façon la laïcité? J'ai pas de problème avec l'énoncé du principe. Là, je vous ai lancé des fleurs au début. C'est pas pour rien. Mais malheureusement,
le lien logique n'existe pas avec tout ce qui est proposé concrètement dans le projet de loi. Moi, je vous dirais, écoutez, si on dit un État est laïque, il faut que ça se répercute dans les lois. Elle est là, la logique. Ça, là, c'est la base de même. Lorsqu'on affirme quelque chose, bien, il faut que notre corpus législatif en fasse État. Je pense que c'est le minimum. Je comprends que vous n'êtes pas d'accord avec le reste sur l'interdiction du port des signes religieux, mais sur le concept même de dire dans nos lois on inscrit à la laïcité, il faut que ça soit présent. Bon, parlons justement des signes religieux, là. Est-ce que vous pensez que le port d'un signe religieux pour un enseignant, par un enseignant, ça peut avoir un impact sur la liberté de conscience et de religion d'un élève? Les scientifiques, ceux qui sont dans le domaine de l'enseignement, ceux qui donc travaillent dans le domaine des sciences de l'éducation, vous diront qu'aucune étude ne permet d'affirmer ni pour ni contre. Il n'existe pas d'études qui démontrent l'une ou l'autre approche. Hier, on a fait état du principe de précaution. Le principe de précaution n'est pas un motif qui justifie à lui seul qu'on porte atteinte à des droits fondamentaux. En fait, ce que la jurisprudence exige au Canada, c'est au contraire la démonstration d'un intérêt supérieur. Dans l'affaire du cours d'éthique et de culture religieuse, on avait affaire à quelque chose de bien pire, entre guillemets, que le port d'un signe religieux. C'était l'imposition par l'État d'un cours obligatoire à l'ensemble des élèves du Québec à partir d'un très jeune âge, même dans les écoles privées. Et même ça, la Cour suprême a refusé de voir là-dedans une atteinte à la liberté de conscience et de religion des enfants. Alors, comment pourrait-elle voir aujourd'hui, dans le fait qu'une enseignante, à titre individuel, porte dans sa salle de classe un foulard, par exemple, porte atteinte à la liberté de religion ou de conscience d'un élève? Je ne vois pas comment la Cour suprême pourrait arriver à cette conclusion-là. Mais par contre, le fait d'être soumis à un symbole religieux fixe au mur, ça l'est. Parce que, dans le fond, dans un document de la Commission des droits de la personne qui a été signé par vous, pratiques et symboles religieux, quelles sont les responsabilités des institutions? On affirme de manière générale, lorsqu'une clientèle vulnérable et captive est exposée à un symbole religieux, l'institution, par prudence, devrait néanmoins veiller à respecter les libertés fondamentales de ces personnes en évitant de donner au symbole un caractère trop ostentatoire. Les conditions entourant le port d'un signe religieux par un enseignant sont similaires quand même à celles du fait d'être exposé à un signe religieux dans une classe, non? La différence avec cette question-là du crucifix dans les écoles, qui n'existe plus, d'ailleurs, en passant à ma connaissance au Québec, ça existe ailleurs. La différence, là, c'est que le crucifix, quand il était sur le mur d'une école, il était associé à l'école elle-même. Il avait une dimension institutionnelle. Et c'est pareil pour le crucifix qui est ici à l'Assemblée nationale, soit dit en passant. Je précise, je ne veux pas qu'on embarque là-dessus, mais je tiens quand même à le préciser, à mon avis, le crucifix qu'on trouve ici à l'Assemblée nationale ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux de personne. Il est là d'une manière qui est inexcusable d'un point de vue d'éthique politique. Il n'a pas sa place, mais pas parce qu'il porte atteinte à des droits. C'est des adultes qui sont ici et qui voient le crucifix. Dans le cas des crucifix dans les écoles publiques, lorsqu'il en existait, c'était l'association entre le crucifix et l'institution même qui posait problème. Ce n'est pas le cas avec le cas d'une enseignante voilée. Non, mais prenons le cas, là, moi, je suis un enseignant, là. Donc, vous voyez une différence entre le fait qu'il y ait un crucifix qui est accroché en haut de ma tête, là. Donc, le crucifix qui est en haut de ma tête, ça, il y a une problématique pour les enfants dans la classe. Mais moi, si je porte un crucifix sur moi, de façon ostentatoire, ça, il n'y a pas de problème parce que moi, je suis l'enseignant, mais à cause que c'est attaché au mur, ça, il y a un problème. La question est hypothétique, évidemment, parce qu'il n'y a pas de crucifix, à ma connaissance, sur les murs des écoles. Mais la différence, c'est celle que je viens de vous expliquer entre l'État et les individus. C'est la différence que fait la Cour suprême depuis plusieurs années. Mais prenons le cas, à ce moment-là, du tribunal. Prenons le cas du fait qu'il y a un crucifix qui est installé dans le fond de la salle de cour et que le juge porte un crucifix. Est-ce que là-dessus, il y a une différence? Est-ce qu'il y a une apparence de partialité ou d'indépendance qui est en compte par rapport au juge s'il porte un crucifix? Je vous donnerai la même réponse. La présence d'un crucifix dans une salle de tribunal pose un problème institutionnel. Le port d'une croix, je ne connais pas de personne qui porte des crucifix, ce serait trop lourd. Donc, le port d'une croix par un juge, lui, ne pose pas nécessairement le même problème, puisque, dans mon mémoire, j'explique d'ailleurs en long et en large pourquoi les juges sont présumés impartiaux et qu'on ne doit pas se fier uniquement sur leur apparence pour en tirer la conclusion qu'ils sont devenus soudainement partiaux.
Donc, un justiciable qui se présente devant la cour, pour vous, le fait qu'un juge porte un signe religieux, supposons là, en matière criminelle, là, un juge n'est pas de la même confession, vous pensez que ça n'aura pas d'impact sur la perception, qu'elle soit objective ou subjective de la part du prévenu, sur la façon dont il sera jugé? Ce que je dis, c'est qu'on ne pourra pas présumer que le juge est devenu partial du fait qu'il porte un signe religieux. Par contre, si ce juge porte un signe religieux d'une confession X et que l'accusé d'une confession Y, l'accusé pourra demander la récusation du juge. C'est déjà prévu dans les mécanismes généraux de la procédure pénale ou de la procédure civile. Non, mais attention, là vous pensez là, que le juge, là, il va dire, suite à une requête en récusation, il va dire, ben non, je suis partial parce que je suis catholique, ou je suis partial parce que je suis juif. Il peut le faire. Il a tout à fait la latitude pour le faire et son juge en chef peut le lui imposer si d'avance il connaît le problème que ça risque de poser. Donc, ce que vous me dites, c'est que le crucifix sur le mur, dans la salle de cour, ça dérange, mais le juge, lui, qui porte une croix dans son cou, ça, au niveau de l'apparence de justice, ça n'a pas d'impact. C'est toujours cette distinction entre l'État et l'individu. OK. Respectueusement, je ne peux qu'être en désaccord avec la position que vous défendez, parce que si c'est bon pour les murs, je pense que c'est encore plus fort pour les individus qui représentent l'État dans leur fonction même régalienne, du fait de dire les gens vont rendre justice, notamment les policiers, supposons, qui interceptent quelqu'un. Les agents de la Fonde, ils sont venus hier, ils nous ont dit l'importance de l'uniforme. Le fait que lorsqu'un policier intervient et qui portera un signe religieux, dans le cadre d'une intervention, la perception de l'individu qui se fait arrêter, sur le plan de la neutralité, même l'apparence de neutralité. Vous ne pensez pas là, que la personne qui incarne l'État, avec une arme à feu en plus, qui arrête l'individu, qui intercepte l'individu, que lui, là, ça n'a pas d'importance au niveau de l'apparence? La Fédération, la Fraternité des policiers et des policières de la Ville de Montréal disait « Dans leur travail quotidien, les policiers et les policières de Montréal entrent en contact avec des personnes de toutes les confessions religieuses. Nous estimons donc que l'apparence de neutralité représente un atout dans l'exercice de la fonction, évitant que des symboles religieux n'influencent la perception des justiciables quant à l'impartialité des agents de l'État. » Les gens là, qui sont sur le terrain, là, il y a 5000 policiers à la Ville de Montréal, là, c'est ça qu'ils pensent. Vous ne pensez pas qu'ils ont raison à ce niveau-là, qu'ils n'incarnent pas l'État en soi, l'institution de l'État? Mon mémoire est très nuancé là-dessus. Je reconnais l'importance de cette question. Mon mémoire est d'ailleurs beaucoup moins affirmatif sur cette question que sur d'autres corps d'emploi. Ce que je mets en évidence dans mon mémoire, c'est l'équilibre qu'on doit rechercher entre la préservation de cette perception de neutralité de la part du public et aussi l'importance pour les corps policiers d'être représentatifs des populations qui sont appelées à servir. On peut même imaginer des cas où un policier va être mieux reçu dans certains milieux parce qu'il est associé à une confession religieuse en particulier. Et à l'heure actuelle, la loi sur la police, telle que vous l'avez modifiée, pas vous, mais vos prédécesseurs, il y a 2 ans, donne une marge de manœuvre aux corps policiers pour justement tenir compte de ce genre d'impératifs-là. Il y a une grande sagesse pratique dans cet article de la loi sur la police. Merci beaucoup. Madame la députée de Marguerite Bourgeois, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Maître Bosset, d'être ici. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une après-midi intense. Peut-être que la façon dont on interagit, et je m'inclus là-dedans, je fais mon autocritique, est peut-être un peu trop incisive des fois. Alors, je me parle et puis je pense que le ministre est d'accord avec moi. On veut des discussions sereines, on veut des discussions où on ne va pas se régler des comptes entre nous à travers nos invités. Donc, je n'irai pas sur un certain nombre de sujets parce que vous êtes venus, vous avez fait un gros travail et puis c'est déjà suffisamment compliqué, toutes les notions, surtout avec le professeur qui vous a précédé. Alors là, pour des profanes comme nous, là, c'est quelque chose d'essayer de concilier tout ça. Mais une chose est sûre, tous, tant que nous sommes dans cette salle et ailleurs, on veut tous le bien du Québec, puis on veut tous aller vers un Québec qui rassemble et qui ressemble à qui nous sommes. On peut avoir des façons différentes d'y arriver, mais on veut tous le bien du Québec, autant que nous sommes dans les élus. En tout cas, j'en suis convaincue. Alors, on va continuer notre discussion avec votre ton très calmant et je trouve que c'est très, très bien. Puis vous avez réponse à nos questions et comme dit le ministre, on peut ne pas être d'accord et puis c'est pas plus grave que ça. C'est un débat qui, effectivement, est très, très, très complexe.
Mais je veux essayer de comprendre à la page 13, parce que dans votre synthèse, vous dites qu'il faudrait même changer l'intitulé du projet de loi. L'intitulé, c'est un grave détournement de langage. Alors, expliquez-nous un peu plus ou comment vous suggéreriez de l'appeler en fonction de ce que vous avez lu ou de ce qu'il contient. Une réponse courte à votre question? Si possible. Oui. Loi sur l'interdiction du port de signes religieux par les agents de l'État exerçant certaines fonctions. OK. Alors, je conclus de ça, d'une réponse que vous avez donnée au ministre, probablement. Je suis d'accord avec l'article 1, avec l'article 2, puis c'est après ça que les pots arrivent et les fleurs étaient au début, mais après ça, les pots arrivent. C'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord avec la définition ou l'approche de la laïcité prônée dans le projet de loi. Ce n'est pas de la laïcité selon vous. Est-ce que j'interprète bien? Vous interprétez bien. OK. Allons à vos pages, justement, 25 et plus. Et là, vraiment, c'est une question, quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh là là, c'est vrai, il me semble que c'est beaucoup de choses, pages 25, 26, 27, 28, mais pour les nombreux profanes que nous sommes, pouvez-vous expliquer ce que vous trouvez assez grave et sérieux pour dire, j'en ai eu pour 3 pages à dire ce que ça touchait comme droit? Alors, le projet de loi, il utilise au maximum les 2 clauses dérogatoires. Dans la Charte québécoise, on peut déroger aux articles 1 à 38. Dans la Charte canadienne, aux articles 2 et 7 à 15. C'est à tout ça que ça déroge. Alors, dans le cas de la Charte québécoise, je vais m'en tenir à la Charte québécoise ici, la Charte est divisée en chapitres et en sections. Alors, il y a une section qui concerne les libertés fondamentales. Là-dedans, il y a le droit à la vie, par exemple. Il y a le droit au secours, il y a le droit à la vie privée, il y a le droit au secret professionnel, et ainsi de suite. Il y a le droit à l'égalité, avec 14 motifs de discrimination. Il y a les droits politiques, droit de vote, droit d'être candidat aux élections, et il y a une longue série de droits judiciaires. Le droit d'un détenu, par exemple, d'être traité avec humanité et respect. Alors, c'est à tout ça qui est dérogé dans le projet de loi. Tout ça n'a pas de lien avec la laïcité. Je comprendrais si c'était la liberté de religion ou le droit à l'égalité sans discrimination fondée sur la religion. Il y aurait une logique. Pourquoi alors on enlève tous ces droits-là? Quel est le lien entre le droit à la jouissance et à la libre disposition de ses biens et puis le droit à interdire les signes religieux? Bien, c'est pas à moi qu'il faudrait poser la question. Je ne comprends pas pourquoi. Moi, je pensais que c'était un truc technique, tout simplement. Bien, on fait la clause dérogatoire, donc on passe par-dessus tout ça, non? C'est permis. C'est permis par les 2 chartes. Alors, je vais poser la question différemment. Est-ce qu'il y aurait moyen, avec les outils juridiques que vous connaissez, de faire autrement sans toucher à tous ces droits-là? Bien sûr. C'est ce qu'on a fait quand on a voulu protéger les dispositions sur l'affichage commercial. On a dérogé à l'alinéa 2B de la Charte canadienne, liberté d'expression, et à l'article 3 de la Charte québécoise, liberté d'expression. On pourrait circonscrire beaucoup plus les objets de dérogation, c'est ça? Ce serait un moindre mal. Ça serait un moindre mal. Bien, écoutez, j'ai pas fait de cours de droit, mais j'ai 2 gentils juristes qui m'accompagnent, qui sont mes collègues et qui peut-être vont regarder ça. Peut-être que le ministre aussi a écouté attentivement. Alors, moi, j'irai pas plus loin que ça mais ça m'a vraiment sensibilisé à cette question-là. Et puis, je me suis dit pourquoi on s'est donné peut-être tout ce mal-là. À la page 32, justement, c'est la première fois que je voyais le fameux tableau où on dit à chaque fois qu'on a modifié la Charte en ce qui a trait, et vous l'avez bien dit, aux droits et libertés, là, parce qu'il y a d'autres composantes, on a un tableau qui dit unanime, etc., sauf 2 fois. Une fois pour la reformulation d'un droit existant à l'éducation religieuse. Et justement, vous disiez un contre ou le premier, là, semble-t-il qu'il y aurait eu un contre aussi. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il y a eu l'Assemblée nationale, les élus étaient unanimement ou presque ou marginalement d'accord avec les modifications. Oui, c'est pour ça. Comme il y a eu quelques votes dissidents, c'est pour ça que j'ai préféré parler de consensus. Mais à tout le moins, les partis politiques, eux, étaient pour. Tout à fait. Et donc, si ça s'est passé comme ça, vous dites ça parce que vous dites, j'ai l'impression que cette fois-ci, on n'en sera pas là. Je lis les journaux, comme tout le monde. Oui. Oui. Et qu'est-ce que ça vous dit comme juriste, comme expert en la matière, comme précédent ou...
Je ne suis pas en train de dire que ce serait illégal. Hein. Je ne dis pas, contrairement à ce que laissait entendre M. Taillon tout à l'heure, je ne dis pas que ce serait contraire à une convention constitutionnelle. Je dis que ça créerait un précédent et qu'il faut s'interroger sur la sagesse de ce précédent. Et c'est pour ça que ça me conduit à proposer, ou enfin à suggérer, des modifications futures à la Charte pour éviter que ça se fasse de cette façon-là, si ça doit se passer de cette façon-là. Justement, votre prédécesseur, M. Taillon, disait il faut aller en clause dérogatoire pour se donner 5 ans pour regarder les choses. Mais si je regarde à la page 36, vous dites en même temps que comme citoyen, puis plusieurs nous l'ont dit, ce projet de loi risque d'affecter injustement et sans raison. Ces gens-là n'ont peut-être pas 5 ans à attendre. Est-ce que c'est ça qu'on peut comprendre dans votre... Oui, tout à fait. Quelqu'un a posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qui nous protège? On répondait, ce sont les clauses dérogatoires. Oui, mais c'est qui ce « nous » là? Dans le « nous » qu'on veut protéger, il y a aussi ces personnes-là qui vont être affectées par le projet de loi. On ne peut pas ignorer leurs droits, a priori. Alors, on ne peut pas, à tout le moins, recourir à titre préventif à la dérogation. C'est une forme, comme je l'ai dit tout à l'heure, de monologue. On ne parle même plus d'un dialogue entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire, comme on en parlait tout à l'heure. C'est carrément, ça devient un monologue. Et justement, quand on parlait, le ministre disait les gens qui sont sur le terrain, on parlait effectivement l'association des... là, c'est les policiers, je pense, qui viennent tout à l'heure. Hier, on avait les agents de la faune etc. Mais on a eu tout à l'heure la CSN qui est venue nous dire, oui, nous, on est avec les gens qui travaillent sur le terrain et déjà, on voit des effets assez négatifs. Donc, il y a des gens sur le terrain qui disent, nous, ça ne changera rien à notre vie. Puis c'est particulièrement des gens en position d'autorité coercitive parce que je pense qu'il y a moins de gens, de toute façon, qui portent des signes religieux, mais il y a tous ceux qui représentent, entre autres, le milieu éducatif qui nous disent qu'il y a déjà des effets démoralisants, des effets... et j'en passe. Est-ce que ces gens-là sont sur le terrain, selon vous, autant que les autres? Ils sont aux premières loges. Et ce sont qui? Qui sont ces gens? Dans le milieu éducatif, vous y faisiez allusion vous-même tout à l'heure, la majorité, probablement, de ces personnes-là sont des femmes. Oui, le projet de loi ne vise pas spécifiquement les femmes, mais il risque d'affecter davantage de femmes. On ne peut pas dire que le projet de loi est acceptable parce qu'il s'applique à tous les signes religieux. Quand j'entends ça, j'ai l'impression de revenir 40 ans en arrière, à l'époque où on avait une vision formaliste de l'égalité. Mais ce n'est plus le cas depuis 40 ans. La jurisprudence a évolué, y compris la jurisprudence de notre tribunal des droits de la personne. C'est comme ça qu'on vit au Québec aujourd'hui. Oui. On l'entend beaucoup de ce temps-ci, c'est comme ça qu'on vit au Québec. J'avais une dernière question avant de passer la parole. C'était, vous faites carrément une demande dans vos recommandations sur un renvoi à la Cour d'appel. Ça, on l'a peut-être vu une autre fois jusqu'à maintenant, en 2 mots. C'est votre suggestion. On arrête tout, on s'en va en Cour d'appel, puis on revient après? C'est ce qui est possible légalement. C'est prévu dans la loi. Et la loi sur les renvois prévoit que dès que la demande est faite, sur ce, la Cour rend son avis. Alors, on peut espérer que ça se ferait rapidement. C'est ce que je propose, en effet, pour que, dans vos délibérations futures, vous ayez sur la table une contribution autorisée sur le plan juridique. OK. Et est-ce qu'il y a une fraction de minuscule chance que le ministre trouve que c'est une bonne idée, vous pensez? Il faudrait lui demander. Parce que je pense que vous êtes le 2e ou le 3e à proposer ça. On verra la suite. Madame la députée de Bourassa-Sauvé, s'il vous plaît. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas de crise, il n'y a pas la démonstration d'un intérêt supérieur qui ferait en sorte qu'il faudrait suspendre certains droits fondamentaux. Il n'y a pas de crise. Ce n'est pas moi qui suis le premier à le dire. Le rapport Bouchard-Taylor le disait en toutes lettres. Il parlait d'une crise de perception. Et qu'est-ce que vous pensez qu'une loi comme ça, quel effet vous pensez qu'une loi comme ça, on l'a posée à plusieurs personnes, mais je vous la pose, aurait sur notre société? Bien honnêtement, je ne suis pas professionnellement qualifié pour répondre à votre question. Alors, comme citoyen, je ne peux qu'entendre ce que de mes concitoyens en disent. Je ne peux que constater l'angoisse que ça crée chez plusieurs. Et je me préoccupe, comme citoyen, non pas comme expert, je me préoccupe de l'effet possible de ce projet de loi. Parce que, en tant que juriste, et puis on a finalement le corpus juridique, le corpus légal
pour justement gérer, pour avoir cette cohésion sociale-là en ce moment. C'est ce que la commission Bouchard-Taylor disait, c'est ce que j'ai toujours défendu depuis que j'ai écrit sur ces questions, et ça remonte à 25 ans. C'est toujours ce que je pense. Merci beaucoup. Monsieur le député Jean Lesage, s'il vous plaît. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Les signes religieux ne sont pas définis dans le projet de loi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quelle est la conséquence de ça? Bonne chose, mauvaise chose? En anglais, c'est ce qu'on appelle un catch-22, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, il y aura des problèmes. Le projet de loi, à l'heure actuelle, ne définit pas ce qu'est un signe religieux. Il y a du pour dans ça. Je comprends que s'embarquer là-dedans, ce serait compliqué. Alors, il y a une certaine sagesse dans le choix de s'en tenir à cette formulation-là. Mais certains experts qui ont témoigné ici, je pense à Louis-Philippe Lampron la semaine dernière, a bien fait remarquer que c'est difficile parfois de dire pourquoi on porte un signe. Est-ce que c'est pour des raisons religieuses ou pour des raisons esthétiques ou pour se distinguer tout simplement? Donc déjà, cette formulation-là promet des heures de plaisir à ceux qui auraient à l'appliquer. Une autre approche, ce serait de dire uniquement les signes ostentatoires. C'était une approche qu'on a déjà vue passer il y a quelques années, qui n'a pas été retenue parce qu'elle aurait posé ses propres problèmes. Entre autres, elle n'aurait visé que certaines religions dans les faits. Et donc, ça aurait été contraire à un des principes de la laïcité, à savoir la neutralité religieuse de l'État. Alors, quelle que soit l'approche qu'on retient, il y aura des débats, il y aura des difficultés d'application quant à cette notion. Et estimez-vous, comme M. Taillon nous l'a dit, que si le gouvernement, le législateur, définissait le signe religieux, il ferait en quelque sorte une ingérence dans le religieux et donc il y aurait un comportement qui n'est pas laïque? Je dirais qu'il n'est pas neutre. Effectivement, la neutralité de l'État empêche l'État de se prononcer sur la validité d'une croyance ou d'une pratique religieuse eu égard à une religion. Ce n'est pas le rôle de l'État de faire ça. Alors, si l'État se met à examiner les motivations profondes d'une personne qui porte tel ou tel signe, je regrette, l'État n'est plus neutre. Et au début de votre exposé, je pense, vous disiez que ce projet de loi-là n'est pas un projet modéré. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous estimez que ce projet-là n'est pas modéré? Je ne suis pas certain d'avoir utilisé cette formulation-là. Okay. J'ai dit que mes critiques seraient sévères. J'ai expliqué pourquoi. Si vous me posez la question, est-ce que vous trouvez que le projet de loi est modéré? Je vous dirais que, un peu comme Gérard Bouchard la semaine dernière, je crois, la preuve du fait qu'il est plutôt radical, c'est qu'on a senti le besoin de recourir à une dérogation. Je vous remercie. Ça fait le tour de mes questions. Merci. Merci. Monsieur le député de Matane-Matapédia, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Maître Bosset, bienvenue à l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, j'ai cru comprendre que vous avez évoqué le cours d'éthique et culture religieuse. Est-ce juste? Et que vous avez indiqué qu'il était plutôt engageant parce qu'il est offert comme formation à l'ensemble des élèves du primaire et du secondaire. Pouvez-vous préciser ce que vous en pensez dans ce printemps de la laïcité où chacun des gestes que le gouvernement pose ou ne pose pas est questionnable quant à l'objectif poursuivi d'avoir la laïcité de l'État? Je ne savais pas que c'était visé par le projet de loi, mais si vous me posez la question, je suis en faveur de ce cours pour des raisons qui tiennent à l'importance de connaître et de comprendre le phénomène religieux dans notre société. Aussi parce que, jusqu'à preuve du contraire, ce cours n'a pas donné lieu à des atteintes aux droits ou libertés des élèves. C'est ce qui était prétendu en passant par les parents dans l'affaire qui a été jugée par la Cour suprême. C'était à peine quelques semaines après l'entrée en vigueur du cours que les parents avaient exercé leur recours. Donc, évidemment, il n'y avait pas de preuve à cet effet-là et la Cour a bien jugé, selon moi. Alors, peut-être que 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, on jugera qu'en pratique, il y a des dérapages. Mais là, il faudra réajuster le tir. Je vous avise, Maître Bosset, que de nombreux parents intervenants sont d'avis que la partie culture religieuse offre une vision stéréotypée des religions qui porte atteinte à la liberté de conscience, un enjeu qui n'a pas été évoqué par plusieurs intervenants, malheureusement. Ceci étant dit, je vous ramène à votre mémoire en page 36. Vous faites un lien entre une comparaison entre la Charte de la langue française, comment elle a été adoptée, avec quelles précautions elle a été adoptée, et vous faites un comparatif avec la loi actuelle du gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Pouvez-vous nous indiquer en quoi c'était différent et en quoi le législateur a pris davantage de précautions, selon vous, dans cet exercice législatif, si on le compare avec l'exercice actuel?
Alors, on est au milieu des années 70. On est au printemps 77 à l'époque. La Charte des droits est en vigueur depuis à peu près 1 an et elle prévoit à l'époque qu'elle a préséance sur les autres lois adoptées, qui seront adoptées dans l'avenir. Arrive le premier projet de loi sur la langue française qui prévoit qu'elle va s'appliquer malgré la Charte québécoise adoptée en vigueur depuis quelques mois. Beaucoup de réactions négatives dans le public, ici même à l'Assemblée. Et le premier ministre de l'époque, un certain René Lévesque, demande à son leader parlementaire de retirer le projet de loi, ce qu'il fait. Il a dit à l'époque, M. Lévesque, que ce n'était pas la trouvaille du siècle, je cite. Alors, le projet de loi 1 a été retiré et quelques semaines plus tard, je crois, le projet de loi 101 a été déposé, qui respecte la primauté de la Charte des droits. Et alors, ça a permis, je pense, à favoriser le passage d'adoption de la loi 101 à l'époque. Et cette disposition-là reste toujours en vigueur aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, M. Bosset. Monsieur Bosset, merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui. Je vais suspendre les travaux quelques instants pour accueillir notre prochain groupe. Merci infiniment.